Bonjour et bienvenue à cette session sur les pratiques des géants du web. Il y a deux raisons principales pour lesquelles je pense que c'est très intéressant de se pencher sur les pratiques de ces acteurs-là. Et la première, c'est celle-ci, c'est que nous vivons aujourd'hui une révolution technologique qui est d'une ampleur similaire à la vague des années 2000, avec ceci de différent que sa largeur et sa profondeur sont plus importantes. Je vais vous citer quelques chiffres pour illustrer ça. En 2000, il y avait à peu près 14% des foyers connectés qui étaient des foyers qui étaient connectés à Internet. Aujourd'hui, c'est à peu près 74%. Excusez-moi, je vais arrêter mon téléphone et on va reprendre. Bonjour et bienvenue à cette session sur les pratiques des géants du web. Je pense qu'il y a deux raisons essentielles qui justifient que l'on s'intéresse aux pratiques des géants du web. Et la première, c'est celle-ci. Nous vivons aujourd'hui une vague d'innovation technologique très importante qui est une réplique de la vague des années 2000, avec une différence qui est que cette vague d'aujourd'hui est plus profonde et plus large que ce que nous avons vécu dans les années 2000. Je vais vous citer quelques chiffres pour illustrer ça. En 2000, il y avait 14% des foyers français qui étaient connectés à Internet. Et quand ils étaient connectés, c'était par l'intermédiaire d'une liaison RTC, donc avec un bas débit. Aujourd'hui, c'est 74% des foyers français qui sont connectés. Et comme vous le savez sans doute, on est connecté maintenant par l'intermédiaire d'un smartphone. Et donc nous sommes connectés tout le temps, partout et pour tout type d'usage. Il y a une image récente qui m'a frappé, c'est celle-ci. Donc c'est en 2005, vous voyez l'élection du pape Benoît XVI, et en 2013, vous voyez l'élection du pape François. Et la chose qui a changé entre ces deux images, c'est que tout le monde, en 2013, est en train d'utiliser son smartphone pour tweeter, partager des photos sur Facebook ou sur Instagram. Et donc la première raison de s'intéresser aux géants du web, c'est celle-ci, c'est que les usages changent et que, à moins que votre activité ce soit boulanger du coin, il y a de fortes chances pour que votre entreprise soit confrontée demain avec des volumes de transactions et des volumes d'activités qui sont proches de ceux des géants du web. Et il y a une autre révolution qui s'annonce, qui est celle de l'Internet des objets. Et donc, nous sommes aujourd'hui tous, tout le temps, connectés partout et pour tout type d'usage. Et demain, ce seront également les objets qui seront connectés tout le temps, partout et pour tout type d'usage. Mincerf, juste avant, nous a donné une petite illustration de ça, avec notamment sa prédiction, comme quoi les bouchons de bouteilles seront peut-être connectés à Internet demain. La deuxième raison pour laquelle s'intéresser aux pratiques des géants du web, c'est celle-ci. Alors, je vous affiche un pont parce que finalement, pendant longtemps, notre discipline informatique s'est inspirée pour ces pratiques, des pratiques du génie civil. Pendant longtemps, notre métier a consisté à faire des choses qu'on avait déjà faites longtemps auparavant et juste à industrialiser par l'utilisation des ordinateurs ces pratiques-là. Ça se voit dans la sémantique que nous utilisons. Nous parlons de maîtrise d'ouvrage, de socle, de fondation, d'architecture, d'urbanisation. Et en fait, depuis le début des années 2000, ce qu'on demande à l'informatique, ce n'est pas d'automatiser, de graver dans le silicium des processus connus. Ce qu'on lui demande, c'est de découvrir, d'explorer des nouveaux processus, des choses qu'on n'avait jamais faites auparavant. Et les méthodes héritées du génie civil que nous utilisions sont de moins en moins adaptées pour ce type de découverte. Et le génie des géants du web, ça a été finalement de faire table rase du passé et de réinventer la façon de faire de l'informatique en abordant cela avec des œils neufs et avec des nouvelles pratiques qui ne sont pas celles justement du génie civil. Alors, qui sont les géants du web ? Les géants du web, ce sont ces entreprises, Amazon, Google, Twitter, Facebook, Yahoo, Dropbox, eBay, Netflix. Alors Netflix est peut-être un peu moins connu en France, c'est un système de vidéo à la demande aux États-Unis. Je vais vous citer un chiffre quand même pour vous montrer l'ampleur d'un service comme Netflix. En prime time, aux États-Unis, Netflix consomme à peu près 30% de la bande passante américaine. Donc 30% de la bande passante passe par de la vidéo à la demande fournie par Netflix. Je vais vous donner quelques autres chiffres. On sait tous, Facebook, 1,1 milliard d'utilisateurs. Donc ça fait quelque chose comme 20 fois la France. Donc en termes de population, c'est assez impressionnant.
Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que c'est sans doute la première fois dans l'histoire des entreprises qu'une entreprise détient autant d'informations sur autant d'utilisateurs différents. Google, Twitter, c'est entre 400 et 500 millions d'utilisateurs. Voilà. Donc, en fait, ce qui fait qu'on parle des géants du web aujourd'hui, que je vous parle des géants du web, c'est parce qu'ils ont un niveau d'usage sur Internet qui défie le sens commun. Et pour vous présenter des pratiques, je vais organiser mon exposé en 3 grandes parties. La première, ça va être plus gros. Ensuite, nous verrons le plus vite et je finirai par le plus efficace. Et on va commencer tout de suite par le plus gros. Plus gros. Et donc, pour la première pratique, je vais vous parler du build versus buy. Alors, vous verrez, il y a quelques cartoons. On a demandé à un illustrateur d'illustrer le livre, donc on a quelques cartoons pour certaines pratiques. Et le build versus buy se présente de la façon suivante. Chez les géants du web, en fait, comme j'ai plus de prompteur, je n'ai plus de temps, donc je vais quand même sortir un petit timer. Donc chez les géants du web, ce qui se passe, c'est que ces acteurs-là font quasiment pas de logiciel et utilisent massivement de l'open source. A l'inverse, dans les DSI françaises, globalement, très souvent, on a comme principe directeur dans les principes d'architecture de la DSI que chaque fois qu'on pourra, on utilisera du logiciel. Quand le besoin qu'on a envie de couvrir est quelque chose de possible par un logiciel, on va utiliser un logiciel. Alors il y a une certaine logique à ça. Donc il y a un outil qu'on aime bien utiliser chez Octo qui est ce qu'on appelle la pyramide des enjeux. Et la pyramide des enjeux dit que finalement, dans une entreprise, il y a 3 types d'activités. Le premier type d'activité, c'est toutes les choses que toutes les entreprises du monde font. Ensuite, alors là-dedans, vous allez avoir de la messagerie, de la compta, des activités de ce type-là. Ensuite, vous avez toutes les activités que les entreprises de votre secteur font. Donc, si vous faites de la distribution, vous aurez de la gestion de chaîne logistique comme tous les acteurs de votre écosystème. Et puis en haut, il y a vos pépites, vos différenciateurs, les choses que vous êtes les seuls à faire et qui font que vous avez une valeur différenciatrice sur le marché. Et ce qu'on a coutume de dire, c'est que plus on descend dans les étages de la pyramide, plus ce qu'il faut rechercher, c'est finalement le service au coût le plus faible possible. Et plus on monte vers les étages de la pyramide, plus c'est stratégique, et plus il faudra, à ce moment-là, faire du spécifique parce que vous n'allez pas trouver vos différenciateurs sur le marché. Donc là, on va plutôt faire du SaaS ou du BPO, là, ça sera plutôt du progiciel, et en haut, ce sera plutôt du spécifique. Et en fait, les acteurs du web, ils sont là. Leur système d'information, leur outil informatique, parce qu'ils ne raisonnent pas en termes de DSI, mais leur outil informatique, c'est quelque chose qui est différenciateur pour eux. Donc, ils sont évidemment dans le spécifique. Alors ça, c'est le premier niveau d'analyse, mais je trouve intéressant de creuser un petit peu, et c'est ce que je vous propose maintenant. Le problème du progiciel, c'est qu'il a 3 gros défauts. Le premier défaut, c'est le coût. Alors, qui dit progiciel, dit coût de licence. Alors, quelque chose que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que Google, c'est à peu près 1 million de serveurs. Alors, c'est des chiffres qui sont assez confidentiels, mais on estime que c'est à peu près 1 million de serveurs. Oui, c'est ça. Facebook, c'est de l'ordre de 100 000 serveurs. Imaginez que vous ayez des licences Oracle à déployer sur 100 000 machines, ça va tout de suite vous coûter assez cher, surtout si vous payez au processeur. On pourrait très bien imaginer, malgré tout, qu'on arrive à avoir un contrat groupe, mais malgré tout, le coût de possession de ces logiciels va quand même être significatif. Donc une deuxième raison un peu plus profonde, qui est que le logiciel est fondamentalement conçu pour être générique. Donc il est conçu pour servir tous vos usages à vous, mais aussi tous les usages des gens qui vous ressemblent et qui ne sont pas tout à fait comme vous. Et ça a 2 conséquences sur le logiciel. La première conséquence, c'est que vous allez avoir des modèles de données extrêmement normalisés. Et on sait que quand on recherche de la performance, la première chose que l'on va essayer de faire, c'est justement de dénormaliser la donnée, parce que quand on a un très très beau modèle de données, en général, ça ne monte pas à l'échelle. La deuxième conséquence, c'est que vous êtes obligé de traverser tout un tas de boucles conditionnelles dans le logiciel pour savoir si on est bien dans le cas de votre entreprise spécifique. Et même chose, ça a un coût en performance. Donc la généricité que proposent les logiciels, c'est quelque chose qui va avoir un coût en performance, qui est acceptable dans beaucoup de contextes, mais qui n'est pas acceptable dans le contexte des géants du web,
Parce qu'en fait, on parle de battement de cils, de battement de paupières, l'unité de mesure des géants du web. Et si vous perdez un battement de paupières en performance de transaction, vous allez perdre des clients. Donc du coup, c'est une autre raison pour laquelle les géants du web se sont détournés des progiciels. Et une troisième raison, c'est que aujourd'hui encore, ça va probablement changer, mais c'est encore la norme aujourd'hui, les progiciels sont conçus selon un modèle d'architecture qui est un modèle d'architecture centralisée. C'est-à-dire que globalement, vous mettez toutes vos données dans un seul et même serveur et vous n'êtes pas capable de distribuer cette donnée simplement sur plusieurs machines. Or, les géants du web, quand on est Google, Facebook ou Amazon, c'est impossible de mettre toutes ces données sur un seul serveur. On est obligé d'avoir ces données réparties sur plusieurs machines. Et c'est une autre raison pour laquelle les géants du web se sont détournés des progiciels. Ça va être amené à changer. La généricité, ça va être plus compliqué, et les coûts, ça va être après une histoire de politique commerciale des éditeurs. Alors on pourrait considérer que ça ne concerne que les géants du web. Ça commence à considérer certaines DSI, donc chez des acteurs qui commencent à avoir des grosses volumétries, typiquement dans la banque sur Internet, dans l'assurance, dans les telcos, on commence à rencontrer ce type de problématique où nous, on nous demande d'auditer des progiciels où pour atteindre les ambitions de volumétrie qui sont affichées, ça va être un petit peu compliqué. Si on poursuit dans cette logique, il y a un autre sujet lié au plus grand des géants du web qui est ce qu'on appelle le commodity hardware. Alors, le raisonnement est le suivant, c'est que finalement, comme je vous l'ai dit, c'est quasiment impossible d'avoir toutes les données d'un acteur comme Amazon sur une seule machine. Donc ces acteurs-là sont obligés de distribuer la donnée. Partant du principe que, quelle que soit la machine la plus grosse possible qu'ils puissent utiliser, ils n'arriveront pas à tout faire tenir, ils se sont dit, on va comparer le coût de possession des machines. Donc est-ce que des petits serveurs, donc commodity hardware, ça veut dire serveur de grande consommation, est-ce que des petits serveurs sont plus efficaces que des gros ou pas? Et en fait, ils s'en sont arrivés à la conclusion que oui, c'est plus efficace. Donc les benches les plus défavorables par rapport au commodity hardware calculent que pour une même puissance machine, plutôt pour un nombre de transactions traitées équivalent, le commodity hardware est 3 fois moins cher que des très grosses machines. Donc du coup, les géants du web, qui sont des gens très pragmatiques et qui mesurent tout, se sont dit, on va aller vers du commodity hardware. Ça a deux impacts assez profonds. Le premier, c'est il faut distribuer la donnée, je vous en ai parlé. Donc, distribuer la donnée sur 2-3 machines, architecturalement, ça change des choses, mais pas radicalement. Quand il faut distribuer la donnée sur des centaines de machines, là, on est dans une vraie rupture en termes d'architecture. Donc, les géants du web ont commencé à travailler sur des architectures différentes. L'autre conséquence, c'est l'exploitation de cette plateforme. Quand vous avez deux gros mainframes, même ouverts, et que vous devez les administrer, c'est assez facile, vous avez deux boîtes, vous administrez les deux boîtes. Quand vous en avez 100 000, comme Facebook, vous ne pouvez plus faire ce que vous faisiez avant. Et ça a eu un effet très vertueux chez les géants du web, qui sont allés très, très, très loin dans tout ce qui était automatisation de leur data center. Donc automatisation de l'administration des machines, mais aussi automatisation du déploiement des logiciels sur ces machines-là. Et on en arrive sur le NoSQL. Donc le NoSQL, ça veut dire non-SQL. Donc, historiquement, c'est le sens. Et puis après, ils se sont rendus compte que marketingment parlant, c'était pas top. Donc on commence à parler de Not Only SQL. Et qu'est-ce que c'est le NoSQL? C'est un nouveau système de stockage de données qui a comme ambition d'aller là où la base de données relationnelle commence à montrer ses limites. Et pour vous donner une ordre d'idée, alors c'est pas à deux chiffres près, mais pour vous donner un ordre d'idée, les bases de données relationnelles commencent à montrer leurs limites quand on dépasse 10 Tera de données et quand on dépasse 1000 transactions par seconde. Donc quand on sort de ce champ-là, la base de données relationnelle commence à tirer un petit peu la langue. Et ce qui est intéressant, c'est que les géants du web sont à l'origine des technologies qui commencent à irriguer la DSI et qui sont des technologies de nature NoSQL. J'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous dans la salle qui ont dans leur entreprise des projets autour de Hadoop. Hadoop, c'est historiquement issu de la recherche Google
que Google a mise en œuvre dans son index de recherche. Donc Hadoop, c'est directement le produit du moteur de recherche de Google. Cassandra, même chose, qui est une solution pour faire de la transaction à très forte volumétrie. C'est aussi quelque chose qui est issu des géants du web, puisque ça a été construit chez Facebook. Et pour détailler un petit peu plus ça, je vais vous parler du théorème de Cap. Alors, le théorème de Cap, qui s'appelle aussi théorème de Brouwer, du nom de la personne qui l'a démontré, c'est un vrai théorème, c'est comme le théorème de Pythagore, c'est démontré, donc c'est scientifiquement prouvé, on va dire. Le théorème de Cap dit la chose suivante. Dans un système distribué, vous ne pouvez garantir à la fois que 2 des 3 propriétés qui sont sur ce slide. Et ces 3 propriétés sont les suivantes, donc availabilité, disponibilité, donc c'est ce qu'on appelle disponibilité en français, consistency, donc qui se traduit par cohérence, même si on dit de plus en plus consistency, et partition tolerance, j'y viendrai après. Donc availability, consistency, c'est ce qu'on a l'habitude d'adresser dans les bases de données relationnelles. Donc quand vous entendez acide, en fait vous avez availability et consistency. Partition tolerance, on le voit moins souvent. Partition tolerance n'intervient qu'à partir du moment où vous êtes obligé de répartir vos données sur plusieurs machines. Et ce que dit le partition tolerance, enfin la propriété partition tolerance, c'est la capacité de votre système à continuer à fonctionner correctement quand vous avez une rupture de lien réseau entre plusieurs nœuds qui ont de la donnée. Et donc, dans un système, on ne peut garantir que 2 de ces 3 propriétés. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, on est dans l'univers des GBDR, et en fait, les géants du web, ils se sont focalisés sur A et P, donc sur la disponibilité, parce que c'est ça qui est proportionnel au revenu qu'on va faire, et sur la partition tolerance, parce qu'ils ont été obligés de distribuer leurs données. Donc, ça, vous n'en avez rien à faire quand vous avez un seul serveur, hein, ce n'est pas un sujet. Pour vous illustrer le principe, je vais vous citer l'exemple d'Amazon. Donc Amazon est typiquement sur du AP. Et quand vous passez sur une commande sur Amazon, il y a dans leur data center 2 propriétés qui sont configurées. La première, c'est le replication ratio. Donc c'est le nombre de fois que la donnée va être dupliquée. Et la deuxième propriété, c'est le quorum. Donc c'est le nombre de fois qu'on va comparer la même donnée pour vérifier si elle est valide. Je vous l'illustre. Quand vous passez une commande, vous allez avoir par exemple votre commande qui va être dupliquée 6 fois, le plus vite possible. L'enjeu, c'est de ne pas perdre votre commande et de faire ça de la façon la plus efficiente possible. Et puis au bout d'un moment, Amazon va comparer toutes les copies de votre commande. Et si on a défini par exemple un quorum à 4, on va juger que si vous avez 4 fois exactement le même enregistrement, vous pouvez considérer que cette donnée est valide. Et c'est pour ça qu'on parle d'eventual consistency, ou cohérence in fine, parce que finalement on ne cherche pas à avoir de la cohérence tout de suite à l'instant T, on cherche à s'assurer que la donnée sera cohérente au bout d'un certain moment. Et ça, sans avoir de problème sur un mode de fonctionnement sur plusieurs serveurs. Alors le théorème de Cap, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué à comprendre, mais qui est au cœur des nouvelles architectures. Moi, j'ai mis presque 2 ans avant de le comprendre, donc si vous n'avez pas compris aujourd'hui, ce serait normal, et ça me vexerait presque que ce soit le contraire. Donc, Autre pratique du plus grand, c'est OpenAPI. Alors OpenAPI, c'est une pratique que les géants du web ont très fortement utilisée, et c'est très simple, ça consiste, alors on parle aussi d'API First, ça consiste à concevoir son système sur la base d'API ouvertes. Et pour vous illustrer le pourquoi de ça, j'ai ce slide, qui est un petit peu cryptique au premier abord, mais qui n'est pas inintéressant. Ce slide compare des choux et des carottes. Ce slide compare le nombre d'appels sur les API d'une entreprise versus le nombre d'employés dans cette entreprise. Pourquoi on comparerait ça? Eh bien, en fait, ça vous décrit l'effet de levier que vous avez quand vous ouvrez des API. C'est-à-dire que Twitter, par exemple, a un effet de levier tout à fait intéressant parce qu'avec 450 employés, ils arrivent à générer un écosystème d'applications et d'utilisateurs qui vont faire 15 milliards d'API par jour. Ça pose la question du business model, évidemment, parce que Twitter ne l'a pas encore tout à fait trouvé, mais ça montre comment vous pouvez accélérer très très rapidement en ouvrant des API et en laissant des gens autour de vous construire des services autour de ce que vous proposez.
Nous allons passer maintenant au plus rapidement, plus vite, avec une première pratique qui est le continuous deployment. Alors, pour vous introduire le continuous deployment, je vais citer Marie Popendick qui pose une question intéressante, qui est combien de temps prend dans votre organisation le déploiement d'un changement sur juste une ligne de code? Pas en mode hotfix, pas le truc que vous faites dans l'urgence pour réparer la prod. Non, dans le processus normal. Et dans beaucoup d'entreprises, c'est quelque chose qui peut prendre plusieurs mois, et ça peut aller jusqu'à 1 an, voire si vous mettez en prod tous les ans, ça peut être jusqu'à 2 ans. Et les géants du web, ils ont cet enjeu de la rapidité. On dit que sur Internet, on vit des années de chien, c'est-à-dire vous vivez des années qui sont 7 fois plus courtes que dans la vie réelle. Et eux, ils ont un enjeu de mettre en prod des choses très, très rapidement. Ils ne peuvent pas se contenter de mettre en prod une fois tous les ans. Et donc, ils ont abordé ce sujet de comment on peut aller plus vite dans le déploiement de ce qu'on propose. Et ce qui est intéressant, c'est que partant à peu près du même constat, à savoir mettre en prod, c'est compliqué, les géants du web ont adopté des stratégies qui sont complètement différentes de celles qu'on a tendance à mettre en œuvre dans les DSI. Dans les DSI, parce que c'est compliqué, on a tendance à retarder le déploiement, donc attendre d'avoir le maximum de choses pour déployer. On va mettre des procédures très sécurisées, donc avec des démarches de test très très poussées pour garantir ce déploiement. Les géants du web ont dit, puisque c'est compliqué, on va le faire le plus souvent possible. Donc on va se mettre là. Et on va avoir une taille de changement qui est tellement faible que ça va nous limiter considérablement les risques qu'on peut avoir quand on va déployer. Donc plus on met en production souvent, plus on va mettre des petits changements en production, et plus on va comprendre ce qui se passe, et plus on sera capable de faire des retours arrière. Cette pratique-là, je vous la présente en 2 minutes, c'est de la haute technicité. Pour être capable de faire ça, il faut mettre en place tout un tas de choses autour qui sont très compliquées, qui sont du vrai travail d'ingénieur. Il y a une session sur le continuous deployment tout à l'heure, si ça vous intéresse, allez-y. Mais fondamentalement, c'est quelque chose qui assure la puissance, la rapidité des géants du web. Et la capacité à déployer très rapidement, ça a 2 conséquences très très intéressantes. La première conséquence, alors ça aussi c'est mon 2e slide très cryptique. Donc la première conséquence, c'est là vous voyez un data center. Donc quand vous avez votre service qui tourne sur 100 000 machines, vous êtes incapable d'avoir une plateforme de pré-prod. Disposer d'une plateforme de pré-prod, c'est beaucoup trop coûteux. Alors vous pouvez simuler sur 10 machines, mais de toute façon, les problèmes principaux que vous aurez, ce sera des problèmes de montée en charge, et sur 10 machines, vous ne verrez rien. Donc le fait d'être capable de déployer très rapidement, ça leur permet d'utiliser leur prod comme de la pré-prod. Et ce n'est pas du bricolage, ils le font vraiment avec des méthodes très très pointues. La deuxième conséquence que ça a, c'est, alors vous voyez, c'est une branche. La deuxième conséquence que ça a, c'est que vous pouvez vous permettre d'avoir qu'une seule branche en développement. Et ça, c'est très très puissant. Donc vous n'avez qu'une version du code en développement. Vous n'avez pas besoin de voir la version pour les hotfix, la version pour le réglementaire, la version pour juin, la version pour décembre. Vous avez tout sur une seule version, ce qui simplifie considérablement le processus de développement, car il n'y a rien de plus compliqué que de rapprocher les différentes versions d'un même logiciel pour arriver à en faire qu'une seule. On continue sur... alors oui, non, pour vous donner un exemple de ce que ça donne, chez Facebook, vous avez un opérateur responsable en moyenne de 2,3 millions d'utilisateurs, et ils sont capables de faire 2 mises en production par jour. Donc on est vraiment dans de l'efficacité extrême sur le continuous deployment. Pour continuer, je tire un peu le micro parce que ça frotte, voilà, vous m'entendez toujours, c'est bon? Ok. Donc pour continuer sur le plus vite, je vais vous parler du Minimum Viable Product. Et le Minimum Viable Product est défini par Eric Ries, qui est un évangéliste du Lean Startup. Je ne vous parlerai pas du Lean Startup aujourd'hui parce que ça nous emmènera un peu loin. Mais le MVP, Minimum Viable Product, c'est la version d'un nouveau produit qui permet à une équipe de collecter sur les clients early adopters le maximum d'enseignements validés, et ce, avec un minimum d'efforts. Je vais vous le redire avec mes mots. Quand on raisonne Minimum Viable Product, on réfléchit à la plus petite version de développement, le plus petit développement possible qui permette de valider ces hypothèses.
Et je vais vous donner quelques exemples de Minimum Viable Product. Alors ça, c'est un site sur lequel on a travaillé qui s'appelle Choose Your Boss. Et l'idée de Choose Your Boss, c'était de construire un site de recrutement qui marche sur le fonctionnement de LinkedIn, de Mythic, pardon. C'est-à-dire qu'à Mythic, voilà, vous définissez vos critères pour le partenaire idéal, et puis il y a un matching qui se fait sur ces critères-là. Donc le principe de Choose Your Boss, c'était de faire la même chose. Donc un concept métier intéressant, mais on ne sait pas si ça marche. Et puis il y avait une autre hypothèse très forte qui était que les gens allaient bien vouloir s'inscrire avec LinkedIn ou Viadeo, mais en fait c'était un parti pris assez radical, et donc on avait besoin de le valider. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a en une semaine développé une landing page, qui n'était pas tout à fait celle-là, mais qui était à peu près pareil, qui présentait le concept, qui permettait de s'inscrire via LinkedIn et Viadeo, et tout le reste derrière, c'était du carton-pâte. C'est-à-dire que quand vous cliquiez sur un bouton, on vous disait « Merci pour votre intérêt, nous vous recontacterons dès que le produit sera disponible ». Alors ça peut ressembler à du racket intellectuel, mais ça vous permet de valider des hypothèses très très rapidement. Donc on a fait une campagne de mail qui nous a permis, avec les taux de transformation qu'on a mesurés, de vérifier que le concept était intéressant. On avait les gens qui cliquaient sur LinkedIn et Viadeo, ou sur aucun de ces réseaux. Ça nous a permis de savoir s'il fallait développer la version LinkedIn et la version de Viadeo, ou juste une, parce que peut-être que les informaticiens allaient utiliser plus LinkedIn. Ça nous a permis de valider les versions de navigateurs pour lesquelles on allait développer. Alors, pour ceux qui ne savent pas, dès qu'on développe pour des anciennes versions de navigateurs, vous avez des risques de démission de vos développeurs, et puis ça va vous coûter 2 fois plus cher. Et la dernière chose que l'on a vérifiée, c'est l'appétence sur le mobile. Donc on dit mobile first partout, donc on s'est dit il va falloir faire une version mobile. Et donc quand on a regardé le nombre de gens qui se connectaient à partir d'un mobile, et ben, en fait on s'est rendu compte que c'était misérable et qu'on pouvait faire l'impasse de cette version mobile. Donc avec une semaine de développement, ça nous a permis de valider dans la vraie vie des hypothèses radicales qui avaient des conséquences sur les coûts de développement assez importantes. Je vais vous citer un autre exemple. Vous avez peut-être entendu parler de Kickstarter. Kickstarter, c'est le MVP dans sa plus pure expression, parce qu'en fait, c'est un minimum viable product où il n'y a même pas de produit. C'est-à-dire que Kickstarter, c'est une plateforme où des gens exposent leurs idées de produits et ils lèvent des fonds en fonction de cette idée-là. Et ça leur permet, après, avec les fonds qu'ils ont collectés, de lancer le produit et de le donner donc aux gens qui ont souscrit en avance de phase. Et donc, la Peeble, qui est une montre connectée, a réussi par ce biais-là, donc avec des vidéos, avec une explication de leur projet, à avoir 10 millions de dollars de souscription, alors qu'ils en attendaient 100 000 de dollars de souscription. Donc une belle façon de faire du MVP, en poussant vraiment le concept jusqu'au bout. Puis une initiative qui date il y a une semaine, 15 jours, et que je trouve très intéressante et qui se passe en France, donc c'est bien, c'est Soon, la banque pour les jeunes d'AXA Bank. Et vous avez donc un extrait de la citation de Raphaël Krivine, qui est directeur stratégie digitale chez AXA, et qui dit... Donc ils ont publié une vidéo, je vous invite à la voir, parce que ça donne quelques idées sur une banque moderne, et c'est très inspirant, il y a plein de bonnes idées dedans. Et ils ont juste publié une vidéo avec des gens qui utilisent le service, et nous observons les réactions liées à notre vidéo de présentation sur les blogs et les réseaux sociaux. Donc rien qu'avec ça, ça leur permet de communiquer sur leurs produits, d'avoir des feedbacks des utilisateurs, à condition d'être capable de faire un peu de community management, et donc d'enrichir le développement réel de leurs produits avec les feedbacks qu'ils ont eus. Et ils prévoient de sortir d'ici quelques mois le service. Ce sont probablement des choses en magasin, mais voilà, donc leur premier test de marché, ça a été d'avoir des feedbacks avant de se lancer dans le développement de certaines fonctionnalités. Toujours dans le plus vite, je vais vous parler maintenant du test AB. Alors c'est presque périmé, maintenant on parle de multivariant testing, et je vais vous illustrer le test AB sur la campagne d'Obama. Il n'y a pas eu des arrêts de jeu qu'on peut décompter, non, rien? Bon, ok. Donc là, sur la campagne d'Obama, Obama est connu pour avoir utilisé beaucoup les nouvelles technologies et les pratiques des grands du web. Donc ils ont fait quelque chose qui était de faire varier sur la landing page du site de soutien du candidat l'intitulé du bouton et le média. Donc la photo et l'intitulé du bouton. Donc là, vous avez la version d'origine et là, vous avez la version d'après. C'est subtil, hein, vous voyez. Ce qu'on a changé, c'est qu'on a mis une photo noir et blanc. Et puis on a mis Learn More à la place de Sign In. La différence subtile, ça donne un taux de conversion sur ce site de 11% versus 8%.
ce qui fait 40% d'écart en taux de conversion quand même. Et il a été estimé que cet écart dans le taux de conversion, ça a permis à Obama de lever 60 millions de dollars de soutien supplémentaire sur l'intitulé d'un bouton et sur une photo. Ok. On vient de m'afficher que c'est 5 minutes et je ne vois pas comment je vais faire pour tenir, donc on va couper certains patterns, je pense. Du coup, j'en perds ce que je voulais dire et je perds du temps. Oui, alors si, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a demandé aux gens du marketing quel était le média qui était le plus adapté. Il semblerait que c'eût été la vidéo pour eux. Et on a fait des tests sur la vidéo, il s'est confirmé, enfin ce qui s'est avéré, c'est que finalement, la vidéo, c'était le média qui marchait le moins bien. Alors, plus efficace. Donc, j'allais vous parler de la culture de la mesure et je vais juste vous citer, je vais donner une citation, celle-ci, qui transmet tout le potentiel de la culture de la mesure. Donc, Werner Vogel, CTO d'Amazon, qui dit « Everyone must be able to experiment, learn and iterate. Position, obedience and tradition should all know power. » Donc, si vous voulez innover, expérimenter et itérer, vous devez avoir une culture de la mesure parce que c'est ça qui fait que quand vous êtes en réunion et que vous décidez, ce ne sont pas les chefs qui vont avoir un impact sur la décision, sur la pensée de groupe, qui vont orienter la décision, mais vous allez bien prendre vos décisions sur la base de chiffres. Sur le plus efficace, une autre pratique, c'est artisan codeur. Alors j'ai un petit jeu qui est, vous allez me dire qui sont ces gens-là. Allez, c'est facile. Voilà, super. Ok. Voilà. Voilà. Marissa Mayer, Yahoo, ancienne Google, et lui? C'est le PDG de la plus grosse capitale boursière qui est Sanofi, et il s'appelle Vibaker. Et ce garçon-là est responsable d'une boîte dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à tous les autres acteurs que vous avez vus avant. Lui, personne ne le connaît. Ce que je veux exprimer par là, c'est qu'aujourd'hui, les stars, les entrepreneurs stars, ce sont les entrepreneurs des géants du web. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que tous ces gens-là ont commencé par coder dans leur vie. Tous les gens que je vous ai présentés, lui je ne sais pas, tous ceux que je vous ai présentés avant, ils ont été développeurs au début de leur carrière. Et en fait, les géants du web se battent comme des chacals pour attirer les meilleurs développeurs. Donc ils ont une stratégie qui est en 3 points, attirer, recruter, développer les talents et fidéliser. Et donc, pour attirer les talents, ils les payent bien. Et vous voyez là, donc il y a un site qui donne les estimations de salaire à l'emploi des profils dans les entreprises. Et vous voyez que chez Facebook, le profil le plus payé, c'est le Senior Software Engineer. Vous avez là le stagiaire. Ça donne envie d'être stagiaire chez Google, quand même. Le stagiaire est payé 74 000 $. Alors, donc ils les payent bien, donc c'est une façon de les attirer, et puis après il faut les sélectionner. Et pour les sélectionner, ils leur font passer en entretien des tests techniques très compliqués avec le clavier entre les mains. Donc Fizzbuzz, il est intéressant à raconter, mais comme le temps est précieux, je vais juste vous citer le deuxième, écrire une fonction racine carrée avec des opérations basiques qui scalent sur du multiserveur. Donc s'il y a des gens dans la salle qui savent faire, on peut en discuter après, moi je ne sais pas faire. Et puis enfin, une fois qu'on les a attirés, qu'on les a recrutés, il faut développer les talents. Ils ont des pratiques intéressantes pour développer les talents. La principale pratique, s'il faut en retenir qu'une, c'est la revue de code. Donc c'est faire du campagnonnage autour du code. Et en fait, la revue de code est connue comme étant la pratique de développement qui garantit le mieux la qualité des développements que l'on fait. Et puis après, il faut aussi les fidéliser. Donc les géants du web sont connus pour les conditions de travail qu'ils offrent à leurs salariés et ils se battent sur ce qu'on appelle les perks, donc les avantages en nature aux États-Unis. Je vais aborder 2 questions maintenant avec vous. Quelle est la bonne taille d'une équipe pour fabriquer un produit logiciel remarquable? Les géants du web ont répondu, c'est la Pizza Team. Pizza Team, c'est une équipe que vous pouvez nourrir avec deux pizzas format américain. Et pourquoi donc c'est 10 personnes. Et en fait, pourquoi ils ont adopté cette taille? C'est parce que finalement, en deçà, on manque de diversité dans l'équipe, et s'il y a quelqu'un qui passe sous un camion, ça peut être un drame. Enfin, c'est un drame dans tous les cas, mais... et au-delà de 15 personnes, on a une perte d'efficacité parce que la communication
entre toutes les personnes se fait mal. Alors j'ai des chiffres qui permettent d'établir ça, donc finalement la taille entre 5 et 7 personnes, c'est la taille où on a la productivité la plus intéressante avec la variabilité la plus faible, donc c'est le meilleur optimum de taille d'équipe. Et il y a beaucoup d'acteurs des géants du web qui disent on va limiter nos équipes à 7 personnes le plus longtemps possible dans la vie du produit. Mais il y a un moment donné où si le produit marche, il faut agrandir un peu la taille des équipes et se pose la question, sans renoncer au pizza team, de comment on va organiser ces équipes. Et donc, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est on organise des component teams. Donc une component team, c'est que vous avez des équipes par spécialité. C'est souvent comme ça que sont organisés les DSI. Donc vous avez l'équipe front, l'équipe back, l'équipe échange, l'équipe socle. Puis vous avez 3 fonctionnalités. Vous êtes en agile. Tous les géants du web sont en agile, donc vous êtes aussi en agile dans ce cas-là. Et la fonctionnalité 1 ne sollicite que l'équipe 1. La fonctionnalité 2 sollicite l'équipe 1 et 2. La fonctionnalité 3 sollicite l'équipe 1, l'équipe 2, l'équipe 3, l'équipe 4. Donc le premier effet que vous constatez, c'est que finalement, l'équipe 1 elle est surchargée et que toutes les autres équipes vont être en train d'attendre l'équipe 1. Vous êtes en agile, mais malgré tout, vous attendez que les autres aient fini. Le deuxième impact, c'est que la fonctionnalité 3, comme elle impacte 4 équipes, en fait, vous êtes obligé de faire une analyse en amont pour distribuer le travail entre les 4 équipes. Même chose, pour tester, vous êtes obligé de réconcilier le travail de différentes équipes. Et ce que je viens de vous démontrer là, c'est que vous êtes en train de reconstruire une cascade. Et la façon dont les géants du web se sont organisés, c'est ce qu'on appelle des feature teams. Donc ils rassemblent dans une même équipe toutes les compétences nécessaires pour construire un service, et toutes ces compétences sont réunies dans une seule équipe. Je vais vous illustrer ça avec le cas de Spotify. Donc vous connaissez Spotify. Donc chaque service élémentaire, c'est une équipe. Et comment ils sont organisés? Donc chaque feature de bout en bout est assurée par une équipe qui marie toutes les compétences, donc product ownership, design, marketing potentiellement, développement, production éventuellement. Ces équipes-là sont réunies dans des tribus, et des tribus, c'est des tribus à taille humaine, donc c'est 150 à 150 personnes. Comment on assure la cohérence entre le fonctionnement des équipes? On crée des chapitres, alors c'est très inspiré d'Heroic Fantasy, et un chapitre, ça va réunir par exemple tous les architectes qui ont besoin de se synchroniser de temps en temps sur certains sujets. Ce n'est pas une équipe d'architecture transverse, c'est les architectes dans les équipes qui vont bosser ensemble pour mettre en ligne leur façon de travailler. Et puis quand on a des gros chantiers et qu'on est obligé d'avoir des synchronisations à l'échelle de l'entreprise, en fait on a des guildes donc, qui vont regrouper tous les acteurs clés pour répondre à un sujet. Donc c'est un modèle de fabrication très différent de ce qu'on a l'habitude de pratiquer. Amazon fait exactement la même chose. Quand vous allez sur le portail d'Amazon, vous avez 150 services unitaires et chaque service est rendu de la conception jusqu'à l'exploitation en prod par une équipe de 5 à 12 personnes qui marie toutes les compétences. Et la question que vous pourriez me poser, c'est, et moi dans tout ça, comment je fais alors que je ne suis pas Google? La réponse, c'est voilà, vous avez une indication des pratiques que vous pouvez mettre en place facilement. Donc là, c'est délai avant ROI, et là, c'est bénéfice. Il y a des pratiques qui sont très compliquées et qui nécessitent du temps, de la maîtrise pour être mises en place. Il y en a 2, 3 que vous pouvez commencer dès aujourd'hui et sur lesquels vous avez des bénéfices. La plus simple à utiliser, et AXA Bank le prouve, c'est MVP. Donc réfléchir en termes de minimum viable product, c'est quelque chose qui est extrêmement profitable. Pizza Team, vous pouvez commencer demain, vous dites mes équipes elles font pas plus de 10 personnes et fin de l'histoire. NoSQL, donc c'est des technologies qui commencent à se généraliser, ça aussi vous pouvez commencer. Après, il y a des choses qui demandent un peu d'être ceinture noire. Continuous deployment, pour aller très loin, ça va être un peu compliqué. L'obsession de la mesure, vous pouvez commencer demain, mais c'est un long chemin pour atteindre le niveau des géants du web. OpenAPI, on peut faire des choses assez rapidement, mais pour avoir le même niveau que les géants du web, il faut aussi quelques efforts. Et j'ai un slide pour finir qui est, on parle beaucoup de digitalisation en ce moment. Donc la digitalisation, la définition que je vous propose, c'est pas forcément l'unique et la meilleure, mais c'est la réinvention des business models, des façons de travailler, de la culture d'entreprise en utilisant les possibilités de la technologie numérique. Et je pense que l'exemple des géants du web, c'est une excellente source d'inspiration pour aller vers la digitalisation. Je vous remercie.